Il y a 3 mois, j'ai été saisi d'une affaire qui m'a fait reconsidérer les limites de la naïveté humaine. L'histoire a commencé par un rapport de police que j'ai d'abord pris pour une plaisanterie cruelle. Un homme d'âge moyen, vivant dans un petit village près de Tchernigov, a décidé d'apprivoiser un sanglier. Le sanglier, qui pesait 1,5 cm, n'avait pas du tout le même avis sur la question. Lorsque mon contact à l'hôpital régional m'a raconté cette histoire, je me suis dit que ce n'était pas possible. Mais les documents, les rapports médicaux, les témoignages racontaient une version complètement différente. Une version qui m'a fait passer 2 semaines dans les archives, et 1 mois de plus à parler à des personnes qui connaissaient personnellement Anatoly Petrenko. Anatoly vivait dans une maison, héritée de son grand-père, en bordure du village de Berezniaki, 43 ans, divorcé, 2 enfants. Il vit avec son ex-femme dans le centre régional. Il travaillait comme mécanicien au silo à grains local, mais sa principale passion était les animaux. Les voisins m'ont raconté comment il soignait les chats errants, les oiseaux blessés et les chiens errants. Anatoly rêvait de créer un zoo privé ou un refuge pour les animaux sauvages. Il étudiait la littérature spécialisée, correspondait avec des zoologistes, regardait des documentaires sur les dresseurs d'animaux. Son petit lopin de terre s'est progressivement transformé en une véritable ménagerie. Poules, canards, chèvres, 2 cochons vietnamiens à ventre plat, qu'il appelait ses princesses. J'ai réussi à obtenir des copies de ses notes. Anatoly tenait un journal détaillé de ses observations sur le comportement des animaux. L'écriture était soignée, les notes étaient détaillées. Maroussia a refusé la bouillie du matin aujourd'hui. Peut-être est-elle en chaleur. Petya, il s'agissait d'une oie, réagit de manière agressive à la couleur rouge. Il est nécessaire d'enlever le bol rouge. L'homme comprenait clairement les animaux et savait comment s'en occuper. La première fois qu'un sanglier est apparu sur son terrain, c'était à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Anatoly a raconté à ses voisins que l'animal était venu la nuit, attiré par l'odeur de la nourriture pour cochons. Au matin, le propriétaire a trouvé des auges renversées et d'énormes empreintes de sabots. Une personne ordinaire aurait appelé l'inspection de la chasse ou la police du district. Mais Anatoly n'était pas un homme ordinaire. Il a commencé à laisser de la nourriture spécialement pour les sangliers. D'abord en bordure du terrain, puis de plus en plus près de la maison. Une voisine, Maria Ivanovna, avec qui j'ai parlé le lendemain de mon arrivée au village, m'a montré l'endroit derrière la clôture où Anatoly avait installé la mangeoire. Il m'a dit « Tante Macha, il a faim, l'hiver arrive, où peut-il trouver de la nourriture ?» se souvient la vieille dame en secouant la tête. Le sanglier était énorme. Selon les descriptions des témoins oculaires, son poids atteignait 150 kg et ses crocs dépassaient de 5 cm. Les chasseurs locaux m'ont dit que de telles bêtes n'étaient plus des animaux, mais des réservoirs naturels. Un coup de sabot peut briser les côtes d'un homme et les crocs peuvent déchirer une artère. Le sanglier ne connaît pas la peur et ne reconnaît aucun compromis. Mais Anatoly ne voit en lui qu'un gros cochon que l'on peut apprivoiser avec de la patience et de la gentillesse. Il étudie les habitudes du sanglier, note ses préférences alimentaires et l'heure de son apparition. Peu à peu, l'animal s'habitua à une alimentation régulière et commença à venir tous les soirs. Anatoly lui a même donné un nom, Boris. En novembre, le premier incident inquiétant s'est produit. Anatoly en a parlé à l'officier de police du district, dont j'ai retrouvé le rapport dans les archives. Le sanglier n'a pas trouvé de nourriture à l'endroit habituel. Le propriétaire était en retard pour les repas, à cause des heures supplémentaires.
et dans sa rage, il a arraché la moitié du jardin potager. De jeunes pommiers ont été déracinés, une cabane à outils a été cassée, et une niche pour chien a été renversée. Toute personne raisonnable aurait compris l'allusion. Mais Anatolie l'interprète à sa façon. Boris s'inquiétait de ma disparition. Il pensait qu'il m'était arrivé quelque chose. Il a même acheté de la nourriture spéciale pour les animaux sauvages, qui coûtait 3 fois plus cher que d'habitude. Le journal de cette période est rempli d'entrées enthousiastes sur les progrès de la domestication et la confiance grandissante. Le tournant s'est produit en décembre. J'ai trouvé un témoin, un garçon d'une cour voisine, qui avait vu Anatolie essayer de nourrir le sanglier de ses mains pour la première fois. Le gamin m'a raconté, en frissonnant de souvenirs, que l'oncle Tolia a tendu la main pour nourrir le sanglier. Oncle Tolia a tendu la main avec du pain. Le sanglier a rugi et s'est jeté sur la clôture. J'ai cru qu'il allait l'abattre et manger l'oncle Tolia. Mais la clôture a tenu, et Anatolie a vu cela comme un jeu. Boris ne fait que montrer son caractère, comme tous les hommes, dit-il au voisin. Dans le journal, il y a une entrée. Le premier contact physique a eu lieu. Boris a accepté la nourriture de mes mains, bien qu'il l'ait prise trop brusquement. Nous devons travailler sur la confiance. J'ai relu ce passage 3 fois avant de réaliser la nature tragicomique de la situation. Anatolie avait confondu une attaque agressive avec une démonstration de gentillesse. Dans son monde, les animaux ne peuvent pas faire de mal à la personne qui les nourrit et les aime. C'était son erreur fondamentale et fatale. Le mois de décembre a apporté de nouvelles réalisations. Anatolie a construit un enclos séparé pour le sanglier, près de la maison, et y a installé une mangeoire et un abreuvoir. L'animal a commencé à rester sur la propriété pendant plusieurs heures, explorant le territoire. Le propriétaire interprète cela comme le désir de Boris de faire partie de la famille. Dans son journal, on trouve des projets de construction d'une maison d'hiver et des réflexions sur l'obtention d'un permis de détention d'un animal sauvage. Les voisins commencent à éviter Anatolie. Maria Ivanovna m'a raconté qu'elle ne se rendait plus au potager le soir, et la jeune famille de la maison d'en face a même envisagé de déménager. Ce sanglier nous regardait comme des ennemis, m'a dit la femme du voisin. Ses yeux sont méchants, toujours prêts à attaquer, mais Tolia a répété qu'il était gentil, juste effrayé. Un vétérinaire local, avec qui j'ai réussi à parler, a dit franchement à Anatolie qu'élever un sanglier était un suicide. Ils ne sont pas apprivoisés, m'a-t-il expliqué. Ce n'est pas un chien ou un chat. Ils ont un cerveau différent, des instincts différents. Pour un sanglier, un humain est soit une source de nourriture, soit une menace. Il n'y a pas de troisième possibilité. Mais Anatolie vivait déjà dans un monde à lui, où l'amour des animaux peut vaincre les instincts naturels. Il a acheté des livres spécialisés sur l'apprivoisement des cochons sauvages, a trouvé sur Internet des histoires sur des personnes qui auraient gardé des sangliers comme animaux de compagnie. Comme je l'ai appris plus tard, la plupart de ces histoires étaient des canulars, ou concernaient de jeunes animaux élevés en captivité depuis leur naissance, en janvier de cette année. Ce qui aurait dû être le dernier avertissement s'est produit. Anatolie a décidé d'introduire un sanglier dans la maison. Pas complètement, bien sûr, mais seulement dans la véranda, pour que Boris s'habitue à l'homme. L'animal est entré dans la véranda, mais au lieu d'étudier paisiblement la situation, il a semé le désordre. Toutes les étagères ont été jetées à terre, les bocaux ont été brisés, et le réfrigérateur a été renversé. Le sanglier se précipitait dans la véranda, comme dans un piège, cassant tout.
Anatoly a essayé de le calmer, mais il l'a encore plus énervé. Finalement, ils ont dû ouvrir toutes les portes et attendre que la bête sorte. Les dégâts s'élèvent à environ 20 000 hryvnias. Anatoly dépense toutes ses économies pour les réparations. Mais il écrit dans son journal. L'échec est aussi une expérience. Boris n'est pas encore prêt à vivre dans une maison, mais il fait des progrès. Il est entré pour la première fois dans une habitation humaine. J'ai montré ce journal à une psychologue spécialisée dans l'étude des troubles obsessionnels compulsifs. Elle m'a expliqué qu'Anatoly était dans un état que les experts appellent auto-illusion progressive. La personne croit tellement en son idée que tous les faits qui la contredisent sont réinterprétés en faveur de ses croyances. La tragédie finale s'est déroulée en février. Anatoly a décidé qu'il était temps d'instaurer une confiance totale entre lui et le sanglier. Il a prévu d'entrer dans l'enclos sans équipement de protection et de nourrir Boris en s'asseyant à côté de lui sur le sol. Comme un égal avec un égal, avait-il écrit la veille dans son journal. Le matin du 15 février, les voisins entendent des cris. Maria Ivanovna est la première à se rendre compte que quelque chose de terrible est en train de se produire. Elle appelle une ambulance et la police, mais rien n'y fait. Lorsque les services de secours sont arrivés, ils ont trouvé Anatoly dans l'enclos. Le sanglier se tenait à proximité, gardant ce qu'il considérait comme son territoire. J'ai appris les détails de ce qui s'est passé grâce au rapport médical et aux témoignages. Anatoly est entré dans l'enclos avec un seau de nourriture, comme il l'avait fait des dizaines de fois. Mais cette fois-ci, quelque chose n'a pas fonctionné. Peut-être ses mouvements ont-ils semblé menaçants au sanglier. Peut-être son instinct de défense territoriale s'est-il déclenché. La bête a attaqué instantanément et sans pitié. Boris est devenu une machine à tuer en quelques secondes. 1,5 centimètre de muscles et de rage ne laisse aucune chance à l'homme. Anatoly a tenté de sortir de l'enclos, mais le sanglier ne l'a même pas laissé s'approcher de la sortie. Les voisins ont entendu les cris pendant encore 10 minutes, mais personne n'a osé intervenir. Le sanglier devait être abattu. C'est l'inspecteur de la chasse, arrivé avec la police, qui s'en est chargé. L'animal a défendu son territoire jusqu'au bout, ne laissant personne s'approcher du corps d'Anatoly. Même après la mort de son maître, il considérait l'enclos comme sa maison, et tous les autres comme ses ennemis. Les funérailles d'Anatoly se sont déroulées dans le calme, son ex-femme et ses enfants. Quelques collègues de travail et des voisins sont venus. Le prêtre qui a célébré les funérailles m'a dit plus tard qu'il n'avait jamais vu autant de confusion dans les yeux des gens. Tout le monde se rendait compte que cette tragédie aurait pu être évitée, mais personne ne savait comment. Les enfants d'Anatoly, un garçon de 14 ans et une fille de 11 ans, avaient du mal à comprendre ce qui s'était passé. Papa disait toujours que les animaux sont gentils si on les aime, m'a dit mon fils lorsque j'ai parlé à la famille. Dans ces mots, je pouvais entendre non seulement la douleur de la perte, mais aussi l'effondrement de tout un système de valeurs que son père lui avait transmis. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre les motivations d'Anatoly. J'ai parlé à ses collègues, à ses voisins. J'ai étudié sa bibliothèque. Peu à peu s'est dessiné devant moi le portrait d'un homme qui croyait sincèrement au triomphe du bien sur le mal, de l'amour sur les instincts. Il n'était pas stupide ou irresponsable, c'était un idéaliste dans un monde cruel. Le psychologue que j'ai consulté m'a expliqué que ces personnes tentent souvent de compenser le manque de chaleur humaine par des relations avec des animaux, le divorce, la rareté des rencontres avec les enfants, la solitude. Tout cela a pu pousser Anatoly à rechercher un amour inconditionnel
qu'il pensait pouvoir trouver chez les animaux. Mais la nature ne connaît pas de compromis. Un sanglier reste sauvage, quel que soit l'amour qu'on lui porte. Ses instincts ont été façonnés par des millions d'années d'évolution, et aucun sentiment humain ne peut les modifier. Anatolie a essayé d'outrepasser les lois de la nature par la force de son désir, et la nature a réagi avec toute sa cruauté. Cette histoire m'a beaucoup appris. J'ai compris que les bonnes intentions ne mènent pas toujours à de bons résultats, que l'amour sans compréhension peut être destructeur, que les frontières entre l'homme et la faune n'existent pas sans raison. Elles sont inscrites dans le sang de milliers de générations de nos ancêtres. Aujourd'hui, le terrain d'Anatolie est vide. Les voisins disent que des sangliers y viennent parfois la nuit, probablement des parents de Boris. Ils cherchent de la nourriture, qu'ils trouvaient régulièrement ici. Mais l'homme qui les nourrissait est parti, et c'est sans doute mieux ainsi. On me pose souvent la question, cette tragédie aurait-elle pu être évitée? En théorie, oui. Si Anatolie avait écouté le vétérinaire, les voisins, la voix de la raison, s'il avait compris qu'un animal sauvage n'est pas un projet pour réaliser ses rêves, mais un dangereux prédateur. Mais pour cela, il aurait dû renoncer à sa croyance en la bonté du monde. Je ne juge pas Anatolie Petrenko. Il y a quelque chose de tragiquement beau dans son histoire. Un homme a cru en son rêve jusqu'au bout, même lorsque cela le tuait. Mais sa mort est une leçon pour nous tous, une leçon selon laquelle aimer la nature ne signifie pas ne pas comprendre ses lois, que le romantisme de la nature sauvage peut coûter des vies. Cette histoire m'a aussi changé. Je suis devenu plus attentif aux limites entre le monde humain et le monde naturel. J'ai compris que le respect de la vie sauvage commence par la reconnaissance de son danger, que le véritable amour des animaux n'est pas une tentative de les domestiquer, mais une volonté de les laisser tels que l'évolution les a créés. Dans la maison d'Anatolie, j'ai trouvé une note de journal inachevée. Demain, j'essaierai une nouvelle approche de la domestication. Boris doit comprendre que je suis son ami. Ces mots, écrits à la veille d'une tragédie, sont devenus l'épitaphe d'un rêveur qui avait surestimé le pouvoir de la bonté humaine et sous-estimé le pouvoir des instincts sauvages. Des mois après les funérailles, j'ai continué à recevoir des lettres de personnes qui avaient appris l'histoire d'Anatolie aux informations locales. La plupart d'entre eux évoquaient des cas similaires dans leur famille ou leur quartier. Il s'est avéré que les tentatives d'apprivoiser des animaux sauvages ne sont pas si rares. Elles se terminent généralement de manière moins tragique et ne sont pas rapportées dans les journaux. Une lettre en particulier m'a frappé. Une femme de la région de Kiev racontait que son mari essayait d'apprivoiser un renard depuis 2 ans. L'histoire suivait le même scénario. Alimentation régulière, attachement progressif, construction d'un enclos. Tout s'est terminé par une morsure, la rage et une quarantaine de vaccins. Sans les vaccins, écrit-elle, cela aurait pu se passer comme pour votre Anatolie. J'ai compris que l'histoire de Boris le sanglier n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'un problème plus profond. Les gens, surtout ceux qui vivent dans les villes, perdent le contact avec la nature et commencent à percevoir les animaux sauvages à travers le prisme des dessins animés et des livres pour enfants. Là où les ours sont gentils, les loups nobles, et où tous les animaux ne rêvent que d'amitié avec les humains. Pour mieux comprendre ce problème, j'ai décidé de rencontrer des dresseurs professionnels et des zoologistes. La première conversation a eu lieu avec Igor Sidorenko, qui travaille dans un cirque depuis 30 ans et qui en sait plus sur le comportement des animaux que beaucoup de scientifiques. Ces propos ont bouleversé ma conception
de ce que nous appelons la domestication. Igor m'a dit, en fumant une cigarette entre deux répétitions, même les animaux de cirque ne sont pas apprivoisés au sens propre du terme. Ils ne font que répondre de manière conditionnelle et réflexe aux ordres en échange de nourriture. Mais il en coûte au dresseur de faire une erreur, de se relâcher, de montrer une faiblesse, et un lion gentil peut le mettre en pièces en une seconde. Il m'a raconté des histoires qui n'ont jamais été publiées dans la presse. Les dresseurs les plus expérimentés ont été gravement blessés par des animaux avec lesquels ils travaillaient depuis des années. D'un ours qui a soudainement attaqué son propriétaire après 10 ans de collaboration. D'un tigre qui semblait apprivoisé jusqu'à ce qu'il décide qu'un homme empiétait sur son territoire. La sauvagerie n'est pas une mauvaise habitude que l'on peut corriger avec de l'affection, explique Igor. C'est un programme inscrit dans les gènes par des millions d'années de lutte pour la survie. Et ce programme est plus fort que tous les sentiments humains. Anatoly ne l'a pas compris, et c'est pourquoi il en a payé le prix. Du cirque, je suis allé au zoo, où j'ai rencontré la zoologiste en chef, Elena Vassilievna. Cette femme, qui a 30 ans d'expérience avec les animaux sauvages, a écouté l'histoire d'Anatoly et a secoué la tête. Il y a de plus en plus de cas de ce genre. Les gens lisent sur Internet des articles sur des loups et des ours de compagnie, regardent des vidéos de blogueurs qui vivent soi-disant avec des animaux sauvages. Elle m'a montré des statistiques sur les blessures causées par des animaux sauvages dans la région au cours des 5 dernières années. Les chiffres étaient effrayants, allant des morsures de renards et de ratons laveurs aux attaques de loups et d'ours. La plupart des victimes sont des personnes qui ont essayé de nourrir, d'apprivoiser ou simplement d'approcher les animaux sauvages. Et il ne s'agit que de cas officiels, explique Elena Vassilievna. Beaucoup de gens cachent de tels incidents, surtout s'ils ont eux-mêmes provoqué l'animal. J'ai été particulièrement frappé par l'histoire d'une famille qui avait nourri pendant 6 mois un ours et ses petits près de leur datcha. L'ours a fini par démolir la maison à la recherche de nourriture lorsque les propriétaires se sont rendus en ville. Ils pensaient faire une bonne action, raconte le zoologiste. En conséquence, l'ours a dû être abattu parce qu'il était devenu un danger pour l'homme. J'ai commencé à faire des recherches sur des cas similaires dans d'autres pays. Il s'est avéré que le problème était mondial. Aux États-Unis, on enregistre chaque année des dizaines d'attaques d'animaux sauvages contre des personnes qui ont tenté de les apprivoiser ou de les nourrir. Au Canada, un service spécial s'occupe des ours qui, habitués à la nourriture humaine, sont devenus agressifs. L'histoire de l'Américain Timothy Treadwell, qui a vécu parmi les ours sauvages en Alaska pendant 13 ans, se croyant leur ami et leur protecteur, est particulièrement révélatrice. Elle s'est terminée par le meurtre de l'ours et de sa compagne. Les derniers instants de la vie de Treadwell ont été enregistrés par une caméra. Un enregistrement si horrible qu'il n'est jamais montré dans son intégralité. En étudiant ces cas, je me suis rendu compte qu'Anatoly n'était pas le seul à délirer. Ces personnes sont nombreuses et ont un point commun. Elles projettent des émotions et des motivations humaines sur des animaux qui vivent selon des lois complètement différentes. Les psychologues appellent ce phénomène l'anthropomorphisme, et il peut être mortel. De retour dans le village de Berezniaki, j'ai de nouveau discuté avec les voisins d'Anatoly. Maria Ivanovna m'a montré les photos qu'il lui avait données, à regarder peu avant la tragédie. Sur ces photos, Anatoly se tient à côté du sanglier, lui offrant de la nourriture, essayant même de le caresser. Sur son visage se dessine le sourire heureux d'un homme qui croit avoir réalisé l'impossible. Il était si fier de ses photos, raconte la femme âgée. Il avait l'habitude de dire
Tu vois, tante Macha, comme Boris est gentil. Il n'a plus peur de moi. Mais je regarde ces photos et je vois quelque chose de terrible dans les yeux du sanglier, pas même de la colère, mais une sorte d'empressement froid, prêt à tuer. Ces photos sont devenues pour moi la clé qui m'a permis de comprendre ce qui s'était passé. Elles ont montré que le sanglier n'avait vraiment pas peur d'Anatolie. Ce n'était pas de la confiance, mais le mépris du prédateur pour sa victime. L'animal a évalué l'homme comme une menace ou une proie potentielle, et, à un moment donné, la balance a penché en faveur d'Anatolie. J'ai montré les photos à un spécialiste du comportement animal de l'Institut zoologique de Kiev. Son analyse a été sans pitié. Regardez la posture du sanglier. Il est prêt à attaquer. Ses oreilles sont dressées. Son museau est baissé. Ses muscles sont tendus. C'est une position classique de pré-attaque. L'homme sur la photo est en danger de mort, mais il ne s'en rend même pas compte. La tragédie était inévitable à partir du moment où Anatolie a décidé de passer à la vitesse supérieure dans sa relation avec le sanglier. L'animal a perçu ses tentatives de rapprochement comme un défi à sa domination. Dans la nature, ce genre de situation se résout simplement. Le plus fort tue le plus faible. Pas de compromis, pas de pitié. En étudiant les dernières entrées du journal d'Anatolie, j'ai découvert des détails troublants qui m'avaient échappé à la première lecture. Une semaine avant la tragédie, il avait écrit à propos du comportement étrange de Boris. Le sanglier avait commencé à réagir plus agressivement à la présence d'autres personnes, à marquer son territoire avec de l'urine et à essayer à plusieurs reprises de briser la clôture de l'enclos. Tous ces signes indiquaient clairement que l'animal se préparait à défendre son territoire. Un zoologiste professionnel aurait reconnu ces signes et pris des mesures, mais Anatolie les a interprétés à sa manière. Boris prend de l'assurance, c'est bien, cela veut dire qu'il se sent en sécurité avec moi. La veille de l'attentat, une dernière note apparaît dans son journal. Demain, j'essaierai de rendre visite à Boris sans lui donner à manger. Je m'assiérai à côté de lui, je lui parlerai. Je pense que nous sommes prêts pour cette étape. Ces mots sonnent comme un jugement. Anatolie était sur le point d'enfreindre la seule règle qui empêchait encore le sanglier d'attaquer. Il voulait entrer dans l'enclos sans emporter de nourriture. Pour le sanglier, cela ne signifiait qu'une chose. L'homme n'était pas venu pour nourrir le sanglier, mais pour le concurrencer. L'instinct territorial ne laisse pas le choix à la bête. Elle devait soit chasser l'envahisseur, soit le détruire. La nature n'admet pas de compromis. Lorsque j'ai raconté cette histoire à une psychologue spécialisée dans les comportements addictifs, elle a comparé Anatolie à un joueur. Il recevait une dose d'adrénaline à chaque contact réussi avec le sanglier. Chaque fois que l'animal prenait sa nourriture et n'attaquait pas, Anatolie ressentait l'euphorie d'un gagnant. Il avait besoin de plus en plus de sensations fortes, de contacts de plus en plus risqués. Cela explique pourquoi Anatolie a ignoré les avertissements et le bon sens de ses amis. Il était accro à la sensation de pouvoir sur une bête sauvage. Chaque jour, sans incident, le convainc de la justesse de son choix. Et lorsque le dénouement est arrivé, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Des chasseurs locaux m'ont expliqué les règles de comportement à adopter lors d'une rencontre avec un sanglier dans la forêt. La première et la plus importante est de ne jamais tourner le dos et de ne jamais s'enfuir. Deuxièmement, il ne faut pas essayer de s'approcher, même si l'animal semble calme. Troisièmement, il faut toujours avoir un moyen de s'échapper. Anatolie a enfreint toutes ces règles en même temps, en entrant dans l'enclos de l'animal enragé. Dans la forêt,
Le sanglier peut au moins s'enfuir s'il ne se sent pas menacé, m'a expliqué le chasseur expérimenté. Mais dans l'enclos, il est pris au piège. La seule façon pour lui de s'en sortir est de passer par un homme. Tolia a coincé la bête et s'est interposée entre elle et la liberté. C'est du suicide pur et simple. J'ai essayé de comprendre ce qu'Anatolie a ressenti dans les dernières minutes de sa vie. Selon les voisins, il n'a pas crié de douleur, mais de surprise. « Boris, qu'est-ce que tu fais ?» entendit Maria Ivanovna. Jusqu'à la fin, il ne pouvait pas croire que son ami s'était transformé en meurtrier. Ce détail m'a particulièrement frappé. Même mort sous les crocs et les sabots du sanglier, Anatolie n'a pas perdu la foi en son rêve. Il considérait ce qui se passait comme une erreur, un malentendu qui pouvait être corrigé par des mots. Mais un animal sauvage ne comprend pas les mots humains lorsque le programme de destruction de son cerveau est activé.